Bonjour à tous. Voici la correction de la première activité. Je vais d'abord commencer par réintroduire le chapitre. On attaque un nouveau chapitre qui s'intitule Le monde microbien et notre santé, dans lequel on va s'intéresser aux micro-organismes qu'on peut appeler les microbes. On connaît surtout ces micro-organismes parce ce qu'on sait d'eux généralement, c'est qu'ils nous rendent malades. L'idée dans ce chapitre, c'est qu'on va essayer de voir ce que c'est plus, plus précisément ce que c'est qu'un micro-organisme, savoir s'ils sont tous dangereux ou pas, et savoir quelles sont les conséquences pour l'organisme lorsqu'on est en contact avec eux. Dans un grand 1, on va voir si les micro-organismes sont tous nos ennemis ou pas. Alors, début de l'activité, consistait à découvrir ce que c'était que les micro-organismes grâce au doc 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans une première question, je vous demandais d'indiquer où se trouvent les microbes qu'on héberge et à quel groupe d'organismes est-ce qu'ils appartiennent. Alors on va reprendre les différents documents. Je pense que vous les avez lus, du coup je vais aller relativement vite sur la description de ces documents. Donc ici, premier document, en fait, vous montre une première famille de micro-organismes qui s'appelle ici les bactéries. Et ici vous avez une expérience où un enfant a posé sa main dans une boîte stérile qui contient un milieu qui permet le développement de ces bactéries. Et on se rend compte que, en fait, sur vos mains, vous avez pas mal de bactéries. Ici vous avez un autre type de bactéries. En fait, c'est le Staphylococcus epidermis, donc celui que vous retrouvez sur votre peau. Deuxième grand type de micro-organismes, oui, c'est ici les virus. Et encore un autre, ici, sont les champignons. Doc 3, vous avez les surfaces exposées aux micro-organismes et vous voyez que vous avez la peau ici qui est en contact avec les micro-organismes, ce qui paraît cohérent. Mais vous avez également ce qu'on va appeler les muqueuses pulmonaires en bleu, ici. On va voir plus précisément ce que c'est qu'une muqueuse, je vais le détailler juste après. Les muqueuses intestinales, ici, et c'est pas figuré mais c'est sur le document d'après, mais aussi également dans les muqueuses génitales. Ici vous avez simplement quelques exemples de micro-organismes, ici, 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 dans les différentes voies. Donc ici, voie respiratoire, c'est ce que j'ai dit, les muqueuses pulmonaires, sur la peau, au niveau du tube digestif et au niveau des voies génitales. Et d'où est-ce qu'ils proviennent ces micro-organismes? Vous aviez le petit texte ici, je le reprends en 30 secondes, c'est que en fait, vos micro-organismes qui sont dans l'ensemble de ces voies et sur votre peau, en fait, une partie provient de votre mère au moment de l'accouchement, et une partie vient de l'environnement direct et de votre alimentation. Donc en fait, l'ensemble de micro-organismes qui est présent sur vous et dans vos muqueuses, en fait, dépendent de l'environnement et de votre mode de vie. Si on prend la question, donc, où est-ce qu'ils se trouvent ces micro-organismes? En fait, ils se retrouvent un peu partout sur votre corps, donc sur la peau, voie respiratoire, digestive et génitale. Donc, un peu partout. Et à quelle famille est-ce qu'ils appartiennent? Ils appartiennent au groupe des bactéries, des champignons et des virus. Deuxième question qui est... Oh, pardon. Deuxième question qui était un tout petit peu plus compliquée, ce qui est normal. Je vous demandais d'expliquer pourquoi l'intérieur des poumons et du tube digestif ne sont pas considérés comme l'intérieur de l'organisme. En fait, si on reprend ce schéma-là, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est pas de l'intérieur de l'organisme? Regardez, on va prendre l'exemple, par exemple, de la muqueuse pulmonaire. Si vous ouvrez la bouche, ou si on prolonge votre fosse nasale, on se rend compte en fait que le milieu extérieur, il va se prolonger ici, 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 jusque dans vos poumons. En fait, vous avez du milieu extérieur, mais qui est interne à votre corps, entre guillemets, d'accord? Pareil, si vous ouvrez la bouche, bah en fait l'environnement extérieur il va se prolonger, prolonger, se prolonger jusqu'au tube digestif, jusqu'à l'anus, où vous avez la sortie. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on considère que le tube digestif et les poumons
c'est pas l'intérieur vraiment de votre corps, c'est parce qu'ils sont en contact avec l'extérieur. En fait, il va s'agir de frontières entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, en fait, ça va être cette partie qui est jaunâtre. Ça, c'est le vrai intérieur. Et en fait, ici, le poumon, ce n'est qu'une frontière entre l'intérieur, là, et le milieu extérieur, là, qui se prolonge. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, on va dire qu'il ne s'agit pas vraiment de l'intérieur du corps. Et en fait, on va revenir à notre définition. Les muqueuses, ça va être la frontière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. En fait, c'est la barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, les muqueuses. Donc vous allez trouver les muqueuses pulmonaires, les muqueuses intestinales ou digestives, qui sont les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Donc voilà, ce que j'ai mis, c'est exactement ce que j'ai dit. Et je vous mettrai de toute façon le diapo complet sur l'ENT. D'accord? Et n'hésitez pas à revenir dans la vidéo si vous n'avez pas compris les explications. Dernière question concernant ces 5 premiers documents. Comment s'appelle l'ensemble des micro-organismes hébergés par notre organisme? En fait, l'ensemble des micro-organismes qui sont hébergés par votre corps, que ce soit sur votre corps, au niveau de la peau, ou au niveau des muqueuses, en fait, ça va s'appeler ici le microbiote. L'ensemble des micro-organismes qui sont hébergés par vous s'appelle le microbiote. Et chacun a son propre microbiote. Deuxième partie de l'activité, en fait, il s'agissait de comprendre, je crois que je vais le mettre là, je remets, tac, voilà, donc ici, partie 2 va être de comprendre l'importance du microbiote et quel est son rôle, finalement. Alors, pour comprendre le rôle du microbiote, on a réalisé des expériences donc, qui ont été faites chez le cochon d'Inde ou le cobaye, c'est pareil. Je remets le diapo. Tac, tac. Pouf. Voilà. Donc, chez le cochon d'Inde. Donc, dans cette expérience, on a utilisé 2 souches de bactéries. Première souche qui est non pathogène. Donc, non pathogène, ça veut dire que ça ne va pas entraîner de maladie. Donc, de la bactérie Escherichia coli. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc vous avez des souches pathogènes et des souches non pathogènes. Là, on a utilisé une souche non pathogène qui n'entraîne pas de maladie. Et en fait, on sait qu'en fait, Escherichia coli est présent dans nos intestins. Donc première souche. Deuxième type de bactérie, la bactérie du choléra, donc qui entraîne des diarrhées, donc qui entraîne des maladies. Donc 2 souches avec lesquelles on a travaillé. Ce qu'on a fait dans cette expérience, regardez tous, ça va être important. On a des cobayes à qui on a supprimé l'ensemble du microbiote. Donc, dans leur tube digestif, il n'y a plus rien, il n'y a plus de micro-organismes. On a fait ça sur plusieurs cochons d'Inde et on les a séparés en 2 groupes. Un groupe A ici, un groupe B ici. Pour le groupe A, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a fait ingérer des bactéries du choléra, donc ce qui est pathogène. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que ces animaux du groupe A, ils vont tous être malades. Donc là, on est dans la phase d'observation. Groupe B, ce qu'on leur a fait faire, c'est qu'on leur a fait ingérer des bactéries du choléra. Et en plus de ça, on leur a fait ingérer les bactéries non pathogènes Escherichia coli. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que pour le groupe B, les animaux sont en bonne santé. Donc attention, j'ai lu vos travaux. Ça, ce n'est pas tout ce que je vous ai dit, c'est de la description et de l'observation. D'accord? On a décrit ce qu'on a fait et on a décrit les résultats là et là. D'accord? Donc là, généralement, pour certains d'entre vous, vous me disiez donc les animaux présentent des infections, donc les animaux sont en bonne santé. Non, ça reste que des observations. Par contre, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on peut en conclure? En fait, il faut
et essayer de voir, d'expliquer ce qui s'est passé là, pourquoi eux est-ce qu'ils sont en bonne santé et pourquoi eux est-ce qu'ils sont malades. En fait, la seule conclusion qu'on peut émettre, c'est que Escherichia coli, donc qui est la seule chose qui a changé entre le groupe A et le groupe B, en fait, c'est très certainement lui qui a fait la différence. C'est-à-dire que c'est très certainement Escherichia coli qui a permis à ces animaux d'être en bonne santé. C'est la seule chose qu'on peut dire. Qu'Escherichia coli a dû neutraliser les effets négatifs de la bactérie du choléra. D'accord? C'est la seule chose qu'on peut dire, c'est ça notre conclusion. C'est d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre ces deux groupes. Pareil, je vous l'ai détaillé ici, je vous laisserai le relire tranquillement à la maison. Je le laisse un peu affiché si vous le souhaitez le lire tout de suite. Mettez-le en pause. Donc, ça c'était la réponse à la question 4. Question 5. À l'aide du doc 7 propose des hypothèses expliquant comment les animaux du groupe B sont restés en bonne santé. Il fallait lire cette petite interview d'un professeur qui s'appelle Philippe Sansonetti qui explique comment est-ce que Escherichia coli pourrait en fait neutraliser les effets négatifs des bactéries pathogènes. Ce qu'il explique, c'est que le microbiote il occupe toutes les zones de notre corps qui sont colonisables par des micro-organismes. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça empêche la fixation d'autres microbes présents dans l'environnement, ce qui empêche en fait, enfin ça je vais le détailler après, d'accord? Deuxième point, le microbiote il peut également produire des substances antimicrobiennes. Donc, ce qu'on peut penser dans notre exemple, c'est qu'Escherichia coli, en fait, a occupé tout l'espace et a empêché, je vais couper le son, pardon, et a empêché l'installation de la bactérie du choléra. Est-ce que ça va? Je pense. Ok. Si je reprends. Donc E. coli, parce qu'il va se fixer, il va prendre tout l'espace, il va empêcher la fixation d'autres microbes qui peuvent être pathogènes. D'accord? Et pareil, on peut émettre l'hypothèse que E. coli a produit des substances antimicrobiennes. On ne peut pas savoir quelle est la bonne hypothèse, mais en tout cas, c'est les deux hypothèses qu'on peut émettre et qui paraissent cohérentes. Si je reprends un peu cet exemple-là pour mieux l'expliquer, imaginez sur votre corps, vous avez plein de bactéries sur vous qui sont là, elles vont pas vous rendre malade, et elles vont occuper tout l'espace disponible, que ce soit sur votre peau ou dans les muqueuses. Et en fait, le fait qu'elles soient présentes, ça va empêcher l'arrivée d'autres microbes qui, eux, pourraient être pathogènes, donc entraîner des maladies. C'est parce que vous avez un microbiote, qui est déjà présent et qui ne vous rend pas en temps normal malade. Ce microbiote en fait va vous protéger d'autres invasions de microbes qui eux pourraient être pathogènes. Voilà. Ce que vous devez retenir de cette activité. Donc, première chose à retenir, c'est la définition de micro-organisme. Donc un microbe c'est quoi? Enfin un micro-organisme c'est quoi? C'est des organismes qui sont très petits et qui sont uniquement visibles au microscope. C'est pour ça qu'on parle de micro-organismes. En termes de grande famille de micro-organismes, on distingue les bactéries, les champignons et les virus. Les micro-organismes, ils sont présents partout dans l'environnement, mais également sur le corps humain, c'est-à-dire sur votre peau, mais également au niveau des muqueuses, dans les voies respiratoires, les voies digestives et les voies génitales. Donc partout, en fait. Toutes les surfaces qui sont exposées à l'extérieur, en fait, présentent des micro-organismes. Les micro-organismes, en fait, vous venez de vous en rendre compte, en fait, ils ne sont pas forcément tous mauvais. Au contraire, en fait, ils contribuent même à vous maintenir en bonne santé.
parce qu'ils sont fixés sur vous, ils occupent tout l'espace disponible et vous protègent des micro-organismes qui pourraient s'installer et qui sont pathogènes. Dernière chose à retenir, l'ensemble des micro-organismes qui sont hébergés par l'être humain, par vous, forment votre microbiote. D'accord? Microbiote, ça va être l'ensemble des micro-organismes qui sont hébergés par le corps humain, que ce soit dessus ou au niveau des muqueuses respiratoires, digestives, génitales. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit via l'ENT, soit via mon adresse académique, que vous retrouverez dans le message que je vous enverrai. Introduction de la prochaine activité, tout de suite. Donc on vient de voir qu'il y avait entre guillemets des bons micro-organismes qui forment votre microbiote et des mauvais micro-organismes entre guillemets qui sont responsables des maladies et qui vont vous rendre malade. L'idée c'est de voir finalement comment est-ce que vous tombez malade, parce que on a dit qu'il y en avait des bonnes, mais finalement parfois ça marche pas. Ça marche pas à 100%, donc il y a des cas où vous tombez malade, et on va essayer de voir comment est-ce que ces micro-organismes pathogènes vous contaminent, et comment est-ce qu'il est possible de s'en protéger. Alors je vous montre l'activité numéro 2. Alors est-ce que... Oui, c'est bon. L'activité numéro 2, donc qui va consister, donc qui est ici, je vous laisserai la lire, pardon, et qui va consister à remplir un tableau où vous allez étudier 4 micro-organismes, la listeria, le staphylocoque doré, le virus de la grippe et le virus du sida. Vous allez les étudier et voir comment est-ce qu'ils font pour vous contaminer, quelles sont les barrières qui sont franchies et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger. Vous avez l'ensemble des consignes qui sont ici, qui sont là, je vous laisserai les lire. Attention, pour les mesures pour se protéger, j'attends que vous me donniez l'ensemble des mesures que vous pouvez utiliser et de me les classer en 2 grands groupes. Il y aura du rouge et du vert dans... Enfin, vous pouvez avoir du rouge et du vert pour chaque exemple. Donc me les classer et me dire s'il s'agit de mesures d'asepsie ou d'antisepsie. Vous verrez ici ce que ça signifie dans le document 6 pour vous aider. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message via l'ENT ou via mon adresse académique. N'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous et à bientôt.